Allez-y, vous pouvez vérifier si le compte y est. Moi, je ne sais pas au juste quelle était l'entente. Je pense que vous aviez demandé des petites coupures. Et pas numéroté. Et pas numéroté. Ben, vous allez être servi. Et c'est en quelle monnaie? C'est probablement de la monnaie de singe. Voilà. C'est de l'argent de Monopoly, là, c'est Boudou, puis... La plus petite part, c'est Jean-Pierre. Bon, tu gardes les plus beaux, toi? Oui. Alors, vous aurez remarqué qu'à la table aujourd'hui, comme juge invité, nous accueillons Dominique Payette, qui est journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Pierre, c'est avec plaisir. Entouré de Marc Caillé et Jean-Pierre Mas, que je place toujours à ma gauche, comme ça, je peux lui donner un petit coup de genou quand il parle trop longtemps. Ça va aller? C'est parti. Il ne reste plus que 10 semaines de course pour les candidats. Le temps passe très vite. Ils sont les premiers à le ressentir. Et puis, on réalise qu'ils sont un petit peu anxieux face à un retour prochain. Ça s'explique. Après 6 mois d'aventure, replongés dans un quotidien sans projet immédiat, c'est peut-être pas évident. Mais là, on les plaindra pas trop. Il reste encore quelques semaines. Et puis, quand on regarde la provenance des sujets d'aujourd'hui, mis à part Moscou, ils sont tous au chaud. D'ailleurs, regardez les premières images. Alors, Sophie est toujours en Inde. Ça va pas si mal, quoique ce qu'elle a vécu au Yémen, l'agressivité qu'elle a ressentie face aux femmes, ça ne s'oublie pas en quelques jours, ça laisse des traces. Bombay est une ville de plus de 10 millions d'habitants. Sophie voulait faire un document sur les bidonvilles. Elle avait oublié comment on disait ça en anglais et va expliquer, dit-elle, bidonville à un Indien quand tu sais que pour eux, c'est la honte. Enfin, toujours est-il, elle n'est pas à l'aise pour filmer la misère. Elle avait l'impression d'agresser les gens avec sa caméra, mais elle y est tout de même arrivée. En me réveillant ce matin, je me suis aperçue que j'avais 21 ans. Un an de plus qu'hier. Et puis, ça m'a donné envie de pleurer. Raconte-moi une histoire. Qu'est-ce que tu dis? Raconte-moi une histoire. Laquelle? Ben, une histoire de voyage. Tiens, une de cette ville-là. De Bombay? Tu sais, elle sera peut-être pas belle. Ça dérange pas. OK. Ben, tu vois, il y a des gens qui habitent ensemble. Ils restent le long du chemin de fer. Il fait pas de bruit, le train, quand il passe? Oui, mais je pense qu'ils l'entendent plus. Tu vois, ils vivent là, puis les gens qui prennent le train, ils passent devant chez eux. Toute la journée, puis toute la nuit. Puis les habitants du chemin de fer, pour faire un peu d'argent, ils essaient de leur vendre des statues. Puis comment ils font pour barrer les portes? Ben, c'est ça. Leur maison, c'est juste des portes. Tout plein de portes qui se barrent pas. C'est pour ça que lorsqu'est venu le temps d'émettre des cartes de ration pour avoir droit à un peu de nourriture, le gouvernement a décidé que les gens du chemin de fer ne devaient pas en avoir. Parce que de toute façon, ils allaient se la faire voler. Ils allaient se faire voler la nourriture parce que la porte se barre pas? C'est ça. Parce que la porte se barre pas. Puis les cartes de ration, c'est comme des cartes d'identité. Ça fait que les gens du chemin de fer, ils n'ont pas d'identité. OK, arrête avec les histoires tristes. C'est qui chante? Ça, c'est Bena. Bena Bailly. Elle a l'air contente. Si tu crois que les histoires de bidonville sont pas belles, attends d'arriver chez Bena. Ce matin, Bena Bailly va payer ses taxes. Elle remettra une centaine de roupies aux créanciers pour régler l'électricité et l'eau de la communauté. Et ensuite, elle sortira la tête haute et fière. Vivre dans des endroits comme sur les abords du chemin de fer, ou se faire déplacer parce que le prochain édifice à 30 étages pour fin commerciale sera érigé là où une petite communauté pensait s'improviser une paix, est chose que Bena connaît que trop bien, pour l'avoir vécu et revécu. Si le logement à Bombay représente un rêve inaccessible parce qu'inabordable pour presque 50% de la population urbaine, Bena m'aura avoué qu'il fut un temps où, à force de prier sans espoir, elle s'était mise à souhaiter qu'on lui accorde simplement la possibilité de terminer ses jours tranquillement au bord du Gange. Douce mort pour oublier l'insécurité invivable des bidonvilles temporaires. Suite à la peur d'un demain sans toi, suite à la fatigue de la reconstruction et de l'improvisation à partir de rien, Bena se sera relevée et aura crié sa cause. Elle aura crié pendant 20 ans. Il faut l'entendre raconter à ses voisins comment elle a défendu la cause de la communauté devant le tribunal qui opposait les habitants clandestins du terrain aux promoteurs. Bena ne sait pas lire et écrire, mais la parole, elle la met à son profit.
parce qu'elle est contente. Et alors que l'instigateur allait creuser la première pelletée comme une blessure gisante à l'endroit où vivait sa communauté, Benna se sera tenu devant la grue pour réclamer une paix jusqu'alors jamais obtenue. Et de cet acte d'opposition répété durant des années, Benna aura su mettre le temps de son côté, et ce temps lui aura valu une considération générale. Son bidonville devenait village officiel. On érigeait les premières structures permanentes, l'électricité se répandait dans les vaisseaux comme une énergie bouillonnante, l'eau était pompée à travers les artères et veines de l'endroit. La vie battait. La carte de ration était distribuée et l'identité d'une collectivité naissait. Ce matin, Benna Bailly a eu 71 ans, un an de plus qu'hier. C'est drôle, nos anniversaires coïncident. Lorsqu'elle s'est réveillée ce matin, elle riait. Elle souriait à sa victoire. Ah, c'est beau ça. Ça, je le savais. Alors, je commence avec toi, Dominique. Bien, alors je commence par dire que j'aime beaucoup ce que fait Sophie Lambert, mais que je suis un petit peu déçue par le produit d'aujourd'hui. Je trouve que le texte est un petit peu trop littéraire. Je trouve le texte un petit peu lourd et je trouve qu'il y a des longueurs. Par ailleurs, des bons côtés, oui. C'est une très bonne scénarisation. Commencer très simplement par nous raconter ce qui est une histoire assez complexe et nous la faire bien comprendre. Mais j'attends toujours un peu plus de Sophie Lambert qui a tellement produit des documents remarquables depuis le début de la course. Marc. C'est ça, on peut avoir l'impression à un moment donné que c'est peut-être un procédé accrocheur, mais à chaque fois, en tout cas moi, il réussit quand même à m'accrocher. Et puis ça, je peux pas, avec raison, oui. Moi, j'aime beaucoup la première partie du document, là où le texte, justement, n'est pas lourd au début, il y a la discussion avec l'enfant. Moi, j'aime ça, cette façon de raconter. Mais on perd l'enfant pendant un certain temps. À un moment donné, ça s'étire beaucoup sur la dame. C'est très intéressant, mais on a de la misère à saisir. Et on perd un peu le fil d'histoire à ce moment-là, qui revient soudainement à la fin. Jean-Pierre? Deux choses que j'aime beaucoup. Premièrement, c'est un sujet optimiste. Des gens qui s'en sortent. Ouais. On ne tait pas la misère, on ne l'occulte pas, ils s'en sortent. L'idée du conte est très bonne. Le problème, c'est que ce texte est tellement surabondant qu'il vient niveler des images merveilleuses. Ceux qui ont enregistré l'émission avec un magnétoscope, coupez le son, vous connaissez le sujet, il y a des images superbes qu'on ne sent pas à cause que la voix vient tout raser. Bon, alors tu lui donnes combien, Jean-Pierre? 16. 16, Dominique? Je lui donne 15. 15. 17. Et 17 pour un total de 48, voilà. 48 pour Sophie Lambert et Histoire à mon petit frère. Après la pause, Louis Perpignan-Luard est aux Philippines. Cette boue volcanique est celle du volcan Pinatubo qui a fait éruption en juin dernier après un long sommeil de 600 ans. Les pluies de cendres, les secousses telluriques et les rafales d'un typhon ont fait plus de 700 victimes. Il y a 900 Américains qui ont évacué la base aérienne de Clark. Et ce qui est terrible, c'est que l'éruption du Pinatubo menace la couche d'ozone pour les 2-3 années à venir en raison des très fortes quantités de particules de sulfate qui ont été projetées dans la haute atmosphère. Louis s'est rendu sur place, alors voici son film. Bon, ceux qui regardent l'émission peuvent penser que faire la course, c'est toujours se retrouver dans des lieux exotiques. Mais non, c'est faux. Parfois, on peut se retrouver dans un lieu qui ressemble étrangement à chez soi. Cette semaine, j'ai passé un bon bout de la semaine dans un endroit qu'on pourrait appeler Laval, Philippines. Un coucher de soleil sur une terre qui fait penser au Vietnam. Un vol sur le Bald Eagle, un hélicoptère laissé par les Américains suite à une défaite passée sous le silence. Les ghost towns enterrés sous des couches de silice. En quelques heures, l'Amérique a laissé tout ce qu'elle avait aux Philippines, sans regarder en arrière. Ces cendres, de véritables répliques de Little Town USA. Des banlieues américaines en outre-mer, inhabitées, désertes. Des vestiges d'une grande civilisation. Voilà ce qu'il reste de la dynastie Ronald Reagan. Ce ne sont pas les ruines d'un Odéon, des bains publics ou d'un aqueduc, mais celles d'un champ de baseball, d'un cinéma et d'une polyvalente. Regardez, Madame la conseillère pédagogique n'est pas rentrée aujourd'hui, ni la bibliothécaire, ni Monsieur le directeur. Ils ont tout laissé ouvert, ils ont oublié de fermer les portes à clé, ils étaient pressés, et j'ai l'impression qu'ils ne viendront pas aujourd'hui, ni demain, ni dans les années à venir. Le volcan Pinatubo a mis fin à un mode de vie qui m'était familier. J'étais plongé dans mon propre roman d'anticipation. J'entrevoyais ma propre mort, enfin celle du lieu de ma tendre enfance, Laval. Je sentais aussi les raisons pour lesquelles les Américains avaient quitté. L'American Dream n'existe plus, et comme une tondeuse sans pelouse, la
l'American Way of Life n'a plus de sens dans ce monde de plus en plus gris, de plus en plus japonais. Rendu fragile, il aurait fallu une seule bouffée de poussière pour y mettre fin, pour l'achever pour de bon. Sous ce doux velours gris reposent les dépouilles de l'Amérique. No place like home. I'd rather be home now than walking out here in a longer ball. Send me home. À plusieurs endroits aux Philippines, de l'Américain il ne reste plus que le souvenir, ces images qui n'ont même pas eu le temps de ramasser. Mais pour Laetas, dernier véritable indigène philippin, la soudaine disparition des Américains ne change rien à sa situation. Pour Laetas, son seul espoir de survie est toujours sous ses cendres. L'héritage espagnol, religion et corruption persistent dans la vie du Philippin. L'aide étrangère est souvent pochée par les politiciens. Ceux en besoin touchent rarement cet argent. Rien n'a changé même si Fernando est bien mort. C'est pour ça que Laetas n'a pas autre choix que de descendre ses terres. Tant bien que mal, les jeunes pousses font leur apparition. Mais faut-il croire que le danger n'existe plus, que la vie peut continuer comme auparavant? Du volcan Pinatubo, il y a sur les flancs de montagne des tonnes et des tonnes de cendres qui n'attendent que les prochaines pluies pour recouvrir de nouveau les terres. Laetas ne semble pas vouloir en parler ou y croire. Il refuse de réagir, de quitter ses terres. Laetas préfère consulter la rivière pour savoir ce qui lui réserve le destin. Comment comprendre? Ne voit-il pas qu'en cette terre maudite, les enfants souffrent de carences alimentaires et de maladies respiratoires? Je ne comprends pas. Même si leur situation est lamentable, ils ont le sourire facile. Lorsque je leur ai demandé pourquoi ils restaient ici, lorsque les enfants souffraient, ils m'ont répondu que c'était normal. Leur terre aussi était malade. Le regard était lucide. Évidemment, cette terre est leur vie. Laetas partage avec elle le même destin. Louis Perpignan aux Philippines, Jean-Pierre. Je trouve la première partie, le premier tiers extraordinaire, la situation de Laval, Philippines, les plans qui sont là, le texte est très bon, tout ça. Mais c'est comme deux histoires côte à côte. L'histoire de la banlieue américaine aux Philippines abandonnées, puis l'histoire de Laetas, il arrive à la moitié. Et là, encore une fois, un commentaire mur à mur, surabondant, qui vient détruire des images qui sont très belles comme celle du chien à la fin, c'est magnifique. Il parlait plus à la fin, Jean-Pierre. C'est pas rien, c'était bavard tout le long. Bon, Dominique. C'est vrai qu'il ne fait pas tout à fait assez confiance à ces images, qui sont des images très fortes. Par ailleurs, moi je trouve que c'est un excellent film. Je trouve que son idée d'aller là, d'aller faire les suites du volcan Pinatubo, je trouve ça génial. Tout le monde a parlé de cette éruption, puis personne n'a suivi l'événement. Premièrement. Deuxièmement, je trouve que ça illustre très bien le drame de la présence américaine aux Philippines. À partir d'un exemple comme ça, c'est un peu comme si les Attila étaient passés là. On s'est installé, on est reparti, et vous maintenant vous arrangez avec les problèmes. C'est ça. Je trouve que c'est un très bon film. Et j'aime les Philippines. C'est ça qui est intéressant, de se servir du Pinatubo comme élément déclencheur du départ des Américains, ou en tout cas parce qu'ils ne sont pas complètement partis encore, mais Mais la menace communiste étant de moins en moins présente, ils y seront plus là éventuellement. Oui, mais aux Philippines, on voulait... aux Philippines, on voulait maintenir les bases. Même la présidente voulait encore maintenir les bases pendant longtemps. C'est le peuple qui voulait plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette analogie-là. Mais moi aussi, j'ai trouvé le texte un peu lourd, puis parfois réducteur un peu. Combien, Marc? Moi, je lui donne 16. 16, Jean-Pierre? 15. 15. Et 17. Et 17? 48 pour le Pinatubo de Louis Perpignan-Huard. Alors, en d'autres mots, bonne année de la part de Marie-Claude qui, après la Thaïlande, s'est rendue à Hong Kong, une étape presque obligatoire pour quiconque veut se rendre en Chine. Elle y est donc pour son visa chinois, mais surtout pour planifier avec l'aide du Club Aventure une entrée individuelle au Tibet. C'est pas une sinécure, extrêmement difficile d'entrer dans ce pays. Habituellement, ça ne se fait qu'en groupe, et si elle y arrive, elle sera la première candidate de l'histoire de la course à y mettre les pieds. Alors, Hong Kong est une colonie anglaise pour encore quelques années, ville qui sera remise à la Chine en 1997. Marie-Claude nous présente son film, mais elle tenait aussi à nous dire ceci. Je me suis fait dire que j'avais l'air de la concurrente à qui rien n'arrivait. On va éclaircir ça tout de suite. C'est faux. Cette semaine, ma caméra m'a lâché, et la semaine passée, j'ai été malade comme un chien. Je vous ai pas parlé à Bornéo du guide que j'ai retrouvé sous mort, la première étape d'un voyage de 3 jours, en pleine jungle. Il y avait le tweet de Jakarta qui a essayé de me voler. Il y avait le... Grand bâtiment pour petites gens, grand projet et petite vanité.
Métropolis adulée sur une petite île qui ne s'appartient même pas. Trop petite pour tous ses habitants et trop grande pour s'en préoccuper. Rêve des affaires, des businessmen et du capitalisme à l'état brut. Après avoir construit le rêve, où est la réalité? À Hong Kong, on voit grand, gros et haut. On vit presque dehors parce qu'il n'y a pas de place en dedans. On vit à l'extérieur des murs, à l'extérieur de soi. L'intérieur se vide pour meubler le reste. À Hong Kong, plus de 66 000 enfants sont laissés seuls dans des appartements pendant plusieurs heures à la fois. Certains pensent à fermer le gaz et à amoindrir les dangers les plus évidents avant de partir. Les appartements sont barrés à double tour pour que les enfants ne puissent pas sortir. En 1990, 19 enfants sont morts quand ils étaient seuls et les officiels ne comptent pas le nombre d'enfants qui ont été blessés. Ces 2 derniers mois, 6 enfants ont été brûlés vifs dans 4 incidents différents. Les pompiers ont été incapables de faire sauter la serrure de la porte pour les laisser sortir. Quel genre de parents infâmes, de mères indignes ferait une chose pareille? I feel sorry about that, but I can't change it. I can do nothing. Jessie a 2 enfants, Fanny et Janet, et depuis qu'elles sont très jeunes, elle doit souvent les laisser seules. Manque de place dans les garderies, manque d'argent pour acheter les services de gens fiables, parenté trop occupée, voisins inconnus. Laissés à eux-mêmes et à leur peur, ces enfants vont grandir avec les marques psychologiques de l'incertitude et du demi-abandon quotidien, si évidemment, rien de fâcheux n'arrive. Actually, they were afraid also. And we are afraid too. Et Jessie n'est pas seule. Le gouvernement fait construire des immenses blocs appartements où s'entassent les familles réduites au noyau nucléaire. Il n'y a plus de place pour les grands-parents. Les mères débordées ne peuvent plus assurer une surveillance constante de leurs enfants. Le travail, une urgence ou un shopping de dernière minute les forcera à laisser un ou plusieurs enfants seuls à la maison. Avez-vous remarqué que ça manque d'hommes dans mon film? C'est parce que les pères indignes sont introuvables et omniprésents. C'est en cherchant ces fameux pères que j'ai appris l'expression Sam Chung Sei Tak, les 3 obéissances. Dans la culture et la tradition chinoise, les femmes doivent obéissance à leur père d'abord, à leur mari ensuite, et finalement à leur fils. Le rôle traditionnel respectif des sexes est très encadré et ne laisse pas de place à l'épanouissement de la femme. Et même les femmes comme Fée qui s'associent à des groupes féministes ou des associations pour la protection de l'enfant se sentent coupables des 3 heures par semaine qu'elles dévouent à des tâches autres que familiales. En plus du poids de la tradition et celui des enfants, les femmes chefs de famille monoparentales portent aussi sur leurs épaules la honte d'avoir été incapables de garder leur mari. Épouse honteuse, mère ingrate et peut-être maintenant criminelle. Le gouvernement se propose de criminaliser l'abandon temporaire des enfants sans augmenter la disponibilité des garderies. Égaré dans les polémiques hommes-femmes, les cycles économiques et l'incertitude politique, l'enfant est seule et attend qu'on se préoccupe d'elle. Consommatrice potentielle, elle deviendra vite un chaînon de la productivité nationale. À ce moment-là, on la remarquera. Il n'y a pas de place dans le modernisme pour les non-productifs, et l'enfance n'est qu'un investissement à long terme dans un univers de satisfaction immédiate. Dans un monde à son échelle, l'enfance aurait une chance. Dans la démesure moderne, le rapport est trop injuste. Oh, qu'ils sont beaux ces enfants-là. Marc. Ils sont beaux, puis c'est un très bon reportage. Au début, j'avais un peu peur quand je pensais qu'on allait encore se lancer dans le problème du logement à Hong Kong. C'est toujours de ça qu'on parle. Mais rapidement, elle prend tout à fait un autre chemin, un autre angle. C'est complètement abrutissant de voir ces gens-là qui sont poignés, excusez-moi l'expression, ces femmes-là qui sont pris comme ça. On se demande encore une fois où sont les hommes. Et puis, elle fait bien le tour de la question, c'est bien ficelé, c'est touchant, puis à certains moments, je trouve ça un peu linéaire, peut-être, c'est ma seule réserve, mais j'ai bien aimé ça. Efficace. Bon, Jean-Pierre. Ça parle, hein? On se pensait en plein réveillon depuis le début. Le premier document qu'on avait, c'est un conte. On a un reportage comme deuxième, et là, c'est un éditorial. Et finalement, les images ne sont pas si saisissantes que ça, sont même très répétitives. Les images sont là pour illustrer un éditorial des idées qui ont toute leur valeur. Oui. Mais c'est la limite que j'y trouve. Ah oui? Oui. Aussi. Moi, je trouve ça très très bon. Je trouve que c'est un excellent film. Et d'ailleurs, on va le voir dans d'autres films aujourd'hui. Les filles, ce
qu'elles font qui est extraordinaire, c'est qu'elles rentrent dans les cuisines. Elles rentrent, elles prennent une situation privée. Vous la voyez dans un appartement à Hong Kong qui est minuscule, qui est grand comme ça. Et à partir d'une situation privée, comme ça, donc d'un petit cas simple, elles nous révèlent cette société-là mieux qu'on aurait pu le faire en partant évidemment à l'inverse. Et ça, je trouve qu'elle le fait très très bien. Et en 4 minutes, il faut parler, Jean-Pierre. Bon, en tout cas, Dominique, combien? J'ai mis 18. 18, Marc? 17. 17, Jean-Pierre? 16. Bah tiens, 16. 51 pour Les Oubliés de Marie-Claude Harvey. On est de retour après la pause avec Gérald Gilbert. Lequel je me demandais, quand est-ce que je vais finir de penser que je vais finir par aboutir? On a déjà dit plusieurs fois que Gérald n'avait pas beaucoup voyagé. Ce n'est plus vrai. Du Rajasthan en Inde, où il se trouvait la semaine dernière, il est retourné à Delhi pour prendre un avion direction Goa, pour ensuite descendre au sud dans un village du nom de Honavar, où un bon contact l'attendait. Dans son film, il est question de développement, d'environnement, et au téléphone, il nous a dit à peu près ceci. La route est peut-être longue, mais ça vaut le coup. Ici, c'est un petit coin de paradis où tout le monde travaille, est souriant puis généreux. À peine le temps d'arriver sur place, puis on t'offre à boire. Je m'étais préparé à vous montrer les enfants avec des mouches sur le bord des yeux, mais zut, ici tout est trop beau. Quel malheur! Il n'y a que des cocotiers. Et oui, des gens qui ne vivent que des cocotiers, sur une île minuscule. Sauf que ces travailleurs doivent quand même lutter face aux exploiteurs. Il y en a qui tentent d'acheter tous leurs produits pour presque rien, et d'autres qui menacent même de détruire leur petit paradis. Mais heureusement, il y a du bien bon monde pour les soutenir. Depuis que des missionnaires ont décidé d'encourager les gens de l'île à instaurer une coopérative et à devenir solidaires, tout baigne dans l'huile de coconut. On n'a pas de misère à avoir des bateaux. Very good. And water is high. We are going to Motu Island. Wow! Monsieur Mador, avec ce petit accent que vous avez sûrement reconnu, vit ici depuis 4 ans. Ça y va à Panamotu. Il connaît tous les gens de l'île, leurs problèmes. Si c'est des individus qui sont exploités par des gros marchands, des tierces personnes qui viennent leur acheter des produits bruts, non manufacturés, à des prix ridicules, puis eux autres, ils crèvent. Leur seul soutien, leur seule façon de vivre, ils n'ont pas de terrain pour cultiver, c'est des cocotiers. Et alors là, on a formé une coopérative qui maintenant compte déjà 300 membres et qui leur permet de produire. On utilise tout sur un cocotier. On en fait de la bouffe, de la boisson, du sirop, de l'huile, des madriers, des toits, et j'en passe. Ah, mais j'ai oublié le plus important, la corde. Elle est faite à base des fibres de la noix. C'est la spécialité du coin depuis près de 100 ans. La recette est simple, mais demande un peu de patience. Après avoir sectionné les écorces et les avoir laissées une quinzaine de jours à l'eau, on sépare les fibres. On nettoie, et il ne reste qu'à tisser. Maintenant que ces gens sont unis dans une coopérative, ils gagnent jusqu'à 6 fois plus pour le même travail, soit l'équivalent de 12 $ par jour. Ce sont les gens eux-mêmes qui mènent leur coopérative. Tout tourne tellement bien ici que les missionnaires, plutôt que de se tourner les pouces, ont tous quitté, à l'exception de M. Mador, qui a eu une idée géniale. Dans le village de Navarre, près de l'île, on a construit une école technique où se donnent des cours de soudure et de menuiserie, sans même que ça coûte un sou aux étudiants. Pour que le tout s'autofinance, il suffit de penser cocotier. Alors il faut remplir ces marais-là et puis planter des cocotiers. Quand on aura 300-400 cocotiers, ben on pourra être capable de marcher notre école. En cas de blessure, on retrouve au cœur de la trousse de premiers soins un produit miracle que l'on fabrique à 2 pas de l'école. C'est un vrai remède, ça sert pour les rhumateux, ça sert pour les... toute petite coupure, par exemple, là, qui va jouer le cocotier dans une couple de jours, c'est guéri. Ça sert pour toutes sortes de maladies. Tout tourne peut-être trop bien autour de Navarre, et ça pourrait mal virer, car bientôt, une voie ferrée et d'affreux pylônes passeront en plein sur l'île. C'est un projet monstre qui va prendre 5 ou 6 ans avant d'être complété. Un projet qui menace non seulement l'environnement, mais la population aussi. Alors les gens se sont réunis et ont dit, où allez-vous nous mettre? Vous prenez nos maisons, vous prenez l'endroit où on vit,
nos moyens de subsistance. Et puisque l'union fait la force. Ils ont révisé les plans, puis ils ont trouvé un moyen de faire passer le pont sans passer en plein milieu de l'île. Des arbres et des gens solidaires, c'est tout ce qui compte ici pour survivre. Comment se détacher de cet endroit après 4 ans? Moi, ça me fait 4 jours, puis je me pose même la question. On tape un petit souvenir avec un petit tapis fait de fibres de noix de coco. Je suis convaincu que ce petit tapis-là doit faire des miracles pour les griffes de chat. Hein, à l'huile de coco? Jean-Pierre? Ben, c'est un véritable tapis volant pour Gérald parce qu'il plane depuis un mois. Quelle amélioration, c'est formidable. Bon. Oui. Moi, je vais vous donner ma note tout de suite, je vais vous dire pourquoi que je lui donne 17, un point ou deux plus que les autres. C'est que, plus qu'un reportage, c'est un documentaire qu'on a. En ce sens que les autres films qu'on a vus, ben, les vidéos, je regarde des images, là, je suis sur place. Les autres, on m'a présenté des gens, là, je rencontre quelqu'un, il y a une présence. Et oui, et les sujets se valent, à mon avis, depuis le début. Différents, mais se valent. Dominique, tu es d'accord? Non, moi je trouve ça un peu commun comme documentaire. Je dirais que ça ressemble au mauvais documentaire de l'ONF des années 60. C'est une approche qui est beaucoup trop pédagogique, qui est beaucoup trop mauvais que Michel Drault, c'est pas super. Et puis il y a une curiosité qui, moi, n'est pas du tout satisfaite. C'est qui ce personnage-là? C'est qui ce Québécois qui vit là-bas et qui est en train de s'engager presque politiquement avec ces gens-là et nous dit finalement jamais. Alors que c'était peut-être ça l'élément le plus accrocheur, finalement, plutôt que cette coopérative. J'ai voulu en savoir davantage sur cet homme. C'est un peu commun. Il a parlé plutôt de son œuvre. Ouais. Marc? C'est ça, il y a une construction un peu... C'est sûr que Gérald a une construction quasi mathématique, mais il sait bien ficeler, il sait se servir de ces outils, des images, du commentaire, de ce que dit le personnage, qui est très riche, mais ça reste que c'est un intermédiaire. C'est un procédé un peu facile, un intermédiaire, c'est sûr, mais le personnage est quand même assez riche. Alors combien? 16. 16. Et Dominique? Moi, j'ai mis 15. 15, 48 total pour Made in Onavare de Gérald de Gilbert. Je lui enlève 2 points cependant, c'est pas son habitude, mais il était en retard. J'ai dit 48. 46 pour Gérald Gilbert. Mais qu'est-ce qu'elles font? Toute la journée, ces babouchkas barbus. Babouchka, c'est le nom qu'on donne à Moscou à toutes ces grands-mères qui attendent en ligne pour acheter du pain, du lait, enfin les denrées essentielles. Jennifer nous a dit quelque chose de pas mal intéressant. Depuis le début de la course, je me sens toujours observé, regardé, mais pas à Moscou. Je me mets un fichu dans les cheveux, j'ai appris quelques mots et je passe pour une Russe typique. Ce qui ne veut pas dire que ce soit facile. Elle s'est fait bousculer par les babouchkas qui ne voulaient pas être filmés. Tout le monde veut de l'argent là-bas. La porte est grande ouverte pour le marché noir. Elle parle du coût de la vie, elle parle de la hausse des prix, elle parle du prix des fruits, elle parle du manque de fruits, elle parle du manque de tout, elle prennent n'importe quoi. Elles attendent. Voilà ce qu'elles font toute la journée, les babouchkas de Moscou. Elles attendaient hier et seront là demain. Elles attendront tous les jours, mais elles auront du pain. Tania, elle, n'attend pas. Elle ne connaît pas les femmes de la queue. Moi, je fais pas de queue parce que, bon, moi je crois que la vie est tellement précieuse que j'aurais pas une autre vie à vivre. Bon, je décidé de ne pas gaspiller le temps à faire la queue. Bon, je sais que c'est peut-être un peu, ça prise le snobisme en quelque sorte chez nous parce que vraiment, bon, c'est difficile de ne pas faire la queue. Difficile parce qu'avec la libéralisation des prix, chaque commerçant fait sa loi. Un citron qui coûtait 10 roubles hier en coûte aujourd'hui 300. Et le salaire de l'État ne bouge pas. Alors on cherche un travail supplémentaire. Ça peut être n'importe quoi. Même les femmes âgées qui achètent de la vodka pour la revendre, elles font aussi leur travail supplémentaire. Mais c'est une autre chose déjà. Cette autre chose s'appelle le marché noir. La bouée de secours. Le seul espoir de gagner quelques roubles pour acheter du lait sur le marché noir.
Parce que les magasins d'État, malgré leurs vitrines alléchantes, sont tous les jours plus vides. Mais les Russes sont tenaces. Ils se bousculent, coûte que coûte, à l'entrée des magasins ouverts, sachant qu'ils n'y trouveront rien. Ça arrive surtout pour la vodka. J'ai une copine qui attend depuis 3 semaines sans pouvoir en trouver. Et elle en a besoin pour payer les plombiers qui ne veulent pas autre chose. Mais il n'y a rien d'anormal à faire la queue 3 semaines pour une bouteille de devise liquide. Le rouble n'ayant plus de valeur, les gens préfèrent acheter des biens, même si cela représente parfois des heures et des heures d'attente. Bien sûr, parce que je pense que pour nous, la queue, ça devient le mode de vie. Les gens passent des jours et des jours. Là-bas, il y a toutes sortes de sociétés se créent déjà à l'intérieur de la queue. Bon, on se dispute, même, bon, je sais pas. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus absurde, c'est la queue chez nous. Interminable pour acheter n'importe quoi, même pour acheter du pain. Et qu'espères-tu, toi, perdu dans la violence des foules et ta solitude impuissante? Да я думаю, масло может будет, потому что я уже 2 месяца не покупала масло. Et toi, Tania, qu'espères-tu de l'avenir? Bon, j'espère que quand ma fille soit plus vieille, il n'y aura pas de queue. C'est ça mon espérance. Sans cette espérance, on ne peut pas vivre. Je n'aurais jamais voulu avoir des enfants si je ne croyais pas à l'avenir, un meilleur avenir. C'est ça mon idée. Mais s'il y a des queues, bon, je ne les ferai pas. Non. Je sais pas. Bon, Dominique, on t'écoute. Bien, c'est un sujet qui me faisait peur au début parce que je trouve qu'on a tellement parlé des pénuries en Europe de l'Est, en Pologne, en Union soviétique ou partout. Et ce qui est extraordinaire de ce film, c'est que j'ai l'impression que je fais la queue. Et je ne sais pas comment elle a réussi à ce que la caméra soit si discrète et finalement à la même hauteur que toutes ces vieilles dames qui font la queue comme ça. Ma réserve, ce serait peut-être que je ne sais pas comment elle fait pour s'en tirer, cette jeune femme qui parle français et qui, elle, ne fait pas la queue. Alors, elle mange quoi? Là, il y a un petit élément d'information qui me manque, mais je trouve que c'est un très, très bon document. C'est ça, on dirait que finalement, on se demande, oui, mais elle peut se le permettre, peut-être, le marché noir. C'est l'élément qui manque peut-être à son film, tu sais. Elle parle de snobisme au début, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, cette espèce d'obstination à ne pas vouloir faire la queue. Puis aussi, cette façon de montrer la queue, non pas comme... On n'est pas témoin, c'est-à-dire que la queue, elle nous présente vraiment comme un mode de vie. Et une autre génération qui refuse un mode de vie. C'est une autre façon de présenter ça. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Jean-Pierre? Zut de zut, si on avait su comment cette femme peut ne pas faire la queue, parce que je trouve... Ça te manque, oui, moi, je suis obligé d'enlever un point, mais je trouve ça formidable parce que j'ai pas seulement des idées, j'ai un regard. Je comprends pas seulement parce qu'on m'explique, mais parce que je vois. Il y a des silences, il n'y a pas une enfilade de mots. Et à partir de rien du tout, de quelque chose d'archi connu, j'ai l'impression de savoir ce qui se passe. Allons-y, Jean-Pierre. Décembre 91 à Moscou. 17. 17. Dominique? 18. 18. 17. 17 pour un total de 52. Voilà, pour Jennifer. Non, c'est pas vrai, il faut que je lui enlève un point à Jennifer. 51. Elles n'en peuvent plus de Jennifer Allen. Et puis voici maintenant les prix qu'il pourrait gagner cette année. Un contrat d'1 an en réalisation à l'ONF. Un stage rémunéré d'1 an à la télévision de Radio-Canada, soit en réalisation ou en journalisme. 5 000 $ offerts par la Société Radio-Canada et un stage en montage vidéo chez Bellevue Pâté d'une valeur de 5 000 $. Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000 $. Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 $. Prix de l'UNESCO d'une valeur de 3 000 $. Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 $. Prix du public du Journal La Presse d'une valeur de 2 000 $. Si j'ai enlevé un point tantôt à Jennifer, c'est pour une journée de retard dans l'acheminement de son film.
Eh bien, après Moscou et Paris, Jacques est maintenant au Sénégal, toujours aussi difficile pour lui de respecter l'échéancier de production, ce qui le stresse énormément. Alors le moral est comme ci, comme ça. Il y a une lettre qui accompagnait son film. Ça m'a fait du bien de savoir qu'au Salon du Livre, il y a des gens qui aimaient ce que je faisais. Je commence à me sentir le Gainsbourg de la course. Il parle souvent de femmes dans ses films. Celui d'aujourd'hui, dit-il, est très beau. Au départ, il se voulait assez bavard, ironique, mon style quoi, mais j'ai réduit à ce qu'il y a de plus simple. Oui, un lac rose, vraiment rose, avec ses reflets lumineux pourpre et violacés. Un lac d'un rose fabuleux qui scintille sous le soleil. Première constatation, le lac est salé. Ce qui n'est pas qu'un mince détail car on épuise le sel. Deuxième constatation, je n'y vois que des femmes. On raconte pourtant que c'est un vrai travail de bétail. Le lit du lac contient une couche d'1,5 mètre de sel cristallisé. Ce sont des algues et des micro-organismes qui lui auraient donné sa couleur stupéfiante et unique. Mais qu'est-ce qu'elles ont tant à rire? C'est censé être l'enfer ici. Et ce soleil qui tape fort sur la tête, et les blessures provoquées par les cristaux pointus, et cette maladie des yeux causée par l'effet combiné du soleil et de l'eau salée qui rend la lumière intolérable. Si c'est ça l'enfer, pourquoi s'attacher en voiture, éviter le cholestérol? Pourquoi avoir trouvé une cure à la grippe espagnole? Mais les femmes, est-ce qu'elles passent souvent près de se noyer comme ça? Non. Est-ce que vous avez bien compris ma question, monsieur? Oui. De temps en temps, il y en a des femmes qui commencent à noyer. Oui. Mais c'est pas comme toujours. Si tu rentres dans un trou, il y en a des trous là-dedans. Mais elles savent pas nager? Si, elles savent nager. Mais celle-là, elle a failli laisser sa peau? Oui. La sélection naturelle les a faites jolies, mais la vie saura s'occuper d'elles. La plupart de ces femmes ne connaîtront jamais le plaisir, puisqu'on leur a retiré par incision. Mais à quoi bon se plaindre quand on a si peu à vivre, car les femmes d'ici meurent à 48 ans et demi.
a quelque chose de magique là-dedans. Ouais. C'est réduit, vraiment, il dit dans sa présentation, c'est réduit à l'essentiel. Il y a une simplicité riche là-dedans. Puis en même temps, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il n'a pas peur de se mouiller, lui. Hein? Il ne faut pas oublier, il est dans l'eau avec elle. Il fait partie de ce groupe-là. Puis j'ai presque plus besoin d'aller au Lacrose, je vous dirais, en voyant ce film. Bon, Jean-Pierre. Il y a un paradoxe, c'est que ces femmes exercent un métier très cruel. Hein? Et c'est un film de beauté. Ouais. La beauté du lac, ouais. La beauté de cette femme. Ah, oui. Magnifique, sensuelle. Et la beauté des images. Oui. Les images, je suis content parce que Jacques a eu des difficultés et là, il a fait quelque chose de beau. Oui. On s'arrête ici. Dominique? Ben, moi aussi, je trouve que c'est un film magnifique, et notamment parce qu'on sent très bien sa démarche. Tu sais, on sent avec cette sensualité des images du début qu'il est qu'il est séduit par ces femmes et qui joue avec la caméra, qui joue avec lui. Et puis à un moment donné, il est estomaqué. Et de voir de cette scène avec les hommes assis à les regarder travailler, bon, ça parle. Combien, Dominique? J'ai mis 18. 18, Marc? 19. 19. 17. À cause d'incision au lieu d'excision. 54. Je dois malheureusement lui enlever 3 points pour un retard de près d'une semaine. 51 pour le reportage Ces femmes du Lacrose de Jacques Blondin. Dans le journal La Presse d'aujourd'hui, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Nous acceptons les facsimilés, mais pas de photocopie. En répondant correctement à la question, vous pourriez gagner chaque semaine un certificat cadeau d'une valeur de 150 $ offert par Ulysse, la librairie du voyage. Vous recevrez en plus un exemplaire du livre La course d'Europe-Asie à destination monde, publié aux éditions Saint-Martin. Et c'est pas tout, puisqu'à la fin de l'année, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus, et 2 personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France à la découverte de l'Inde du Nord et du fabuleux Kenya. C'est un prix d'une valeur de 16 350 $, une gracieuseté d'Air France et du Club Aventure. 100 roupies, c'est la bonne réponse pour la semaine dernière. Félicitations à la personne gagnante. Aujourd'hui, nous vous demandons quelle est l'espérance de vie des femmes du Lacrose. Quelle est l'espérance de vie des femmes du Lacrose? Dans un instant, un rappel du pointage de la semaine et un coup d'œil au classement général. À tout de suite. Alors, au pointage de la semaine, 3 ex-aequo à 51 points. Marie-Claude Harvey tout d'abord avec un sujet tourné à Hong Kong. Jennifer Aline pour les Babouchkas de Moscou, 51 points, mais on lui a enlevé 1 point pour une journée de retard. Et Jacques Blondin pour les femmes du Lacrose, 51 points aussi, mais en réalité, il en avait 54. Plus d'une semaine, presque une semaine de retard, 3 points d'enlevé. 48 points pour Louis Perpignan-Huard et le Pinatubo aux Philippines. Sophie Lambert également 48 points pour un sujet tourné à Bombay. 46 points pour Gérald de Gilbert et un sujet tourné en Inde du Sud. On lui a enlevé 2 points, je vous le rappelle. Au classement général, Sophie Lambert est toujours en première position. Une petite baisse dans la moyenne, 85,6 aujourd'hui. Marie-Claude Harvey en deuxième. Attention, c'est chaud avec Marc Forgette en troisième. 84,2 et 84,1 de moyenne. Jennifer Aline, la moyenne a augmenté un petit peu, 79,1. À 76,6, on retrouve en 5e position Sofia Borovchik. Louis Perpignan-Huard en 6e position, en hausse un peu, une moyenne de 74,4. Jacques Blondin aussi, une moyenne un petit peu plus forte, en 7e, 73%. Et Gérald de Gilbert, bien qu'il soit en 8e position, il est passé de la 7e à la 8e, sa moyenne est un petit peu plus forte, à 72,8. Du côté des relâches, eh bien, la semaine dernière, on vous disait que Marc avait entrepris des démarches pour entrer en Afghanistan, ce qui constituerait une première. Il y a énormément de papiers à remplir, alors Marc ne fait que ça. Mais en attendant, comme il a étudié en médecine, eh bien, il nous envoie un bilan du candidat Forgette. On regarde ça. Va bien, pas de plainte, se dit heureux malgré le stress et l'angoisse ahurissante qui le saisit à l'occasion. Nous parle aussi d'une douleur abdominale qu'il cherche cependant à minimiser. Bonne allure générale, mais fatigue évidente. Barbe de quelques jours pour avoir l'air d'une brute, nous dit le patient. Signes vitaux normaux, l'examen cœur, poumon est sans particularité. Le reste de l'examen sommaire est sans particularité. Bonne évolution. Douleur abdominale d'étiologie indéterminée. Parasitose, point d'interrogation. À éliminer. Continuons. Traitement. Idem. Un bol d'air frais aux 6 heures. Un film par semaine.
Nous libérerons le patient dans 2 mois et demi. Bon, alors voilà, hein, on le libère dans 2 mois. Le docteur. Autour de Sophia maintenant, la semaine dernière, malgré une très forte fièvre, elle avait obtenu 54 points pour un sujet tourné au Népal. Elle a quitté le Népal pour Delhi, elle s'est soignée et elle est partie aussi vite pour Ahmedabad, au sud-ouest. Elle nous a dit au téléphone, j'ai encore un rhume. On lui a demandé est-ce que c'est pas le même. Elle a dit non, je pense pas. En tout cas, elle a eu le temps de faire quelques achats pour le temps des fêtes. À Ahmedabad, en Inde, je fais connaissance avec mon premier gourou. Il me trouve sympathique et me fait cadeau de son dernier livre qu'il signe avec beaucoup d'applications. Il m'invite d'ailleurs à joindre les 30 femmes qui depuis 3 mois habitent son école où elles apprennent à respecter et à servir leur mari. Je le sais, c'est écrit dans le livre qu'il m'a donné. Je ne voudrais pas être obligée d'aller à la même école, mais j'aimerais bien être aussi jolie qu'elle, tout en couleur. À Ahmedabad, capitale du textile, je trouve facilement un tailleur qui, pour pas cher, me fera de beaux habits indiens. Le dernier soir à Ahmedabad, je me couche après m'être battue avec ma valise qui, trop pleine de mes souvenirs, ne ferme plus. Ben voilà, c'est là-dessus que s'achève l'émission. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup Dominique. Merci. Merci Marc. Bye bye. La semaine prochaine, Sophia Borovchik est en Inde, Louis Perpignan-Huard à l'île de Leyte aux Philippines, Sophie Lambert est à Beijing en Chine, Jennifer Aline est pour une 2e semaine à Moscou, Marc Forget est au Pakistan à la frontière afghane et Jacques Blondin aura, on l'espère, un second sujet du Sénégal. J'ai oublié de vous dire bonne année à vous tous également et puis on se quitte sur les vœux de Sophia qui annonce un peu les couleurs de son prochain sujet.